Ce Porto 2002-2003 est un véritable ovni footballistique. Une équipe sans véritable joueur connu au début de la compétition, mais au fil des matchs, ces fameux joueurs vont se révéler au point de devenir des top players confirmés quelques années plus tard. Si l'on ajoute que c'est la première fois que José Mourinho se signalait sur la scène européenne, cette coupe UEFA 2002-2003 a une saveur bien particulière. En 2002, le FC Porto a un très bel effectif. La subtilité, c'est qu'à cette période, la grande majorité des joueurs n'est pas connue du grand public. Les Portuenses, désolé pour la prononciation, amis portugais, ont terminé la saison précédente à une anonyme 3e place en championnat sans atteindre les quarts de finale de Champions League. On n'attend pas grand-chose de cette équipe au début de cette saison 2002-2003. Le mercato estival a vu partir le défenseur central portugais Jorge Andrade du côté du Deportivo La Corogne pour une quinzaine de millions d'euros. Autre départ, celui du défenseur argentin Hugo Ibarra, en prêt à l'AS Monaco. Enfin, il y a le départ du Paraguayen Carlos Paredes à la Regina pour 5 millions d'euros. Autant être clair, dès le début, il n'y a pas de départ insurmontable. Dans les buts, c'est la légende Vitor Baía. Formé au club, le meilleur gardien portugais est parti tenter sa chance au Barça en 1996. S'il va gagner une Coupe d'Europe là-bas, une Liga et 2 Copa del Rey, le portier reviendra à Porto en 1999. Gardien emblématique avec un style bien particulier, il est un des hommes forts de ce Porto 2002-2003. Les autres gardiens de l'effectif ne sont pas des monstres, loin de là. Néanmoins, on connaît Nuno Espirito Santo. Ok, on le connaît comme entraîneur, mais il faut savoir que c'était un honnête gardien de but qui arrive à Porto cet été 2002 dans le cadre du transfert de Jorge Andrade à la Corogne. Il y a aussi Hilario qui jouera à Chelsea comme 3e gardien. Bref, on l'a compris, Vitor Baía, il a un boulevard devant lui pour enchaîner les matchs. En défense centrale, la qualité est présente. On a d'abord le rugueux Pedro Emmanuel, transféré de Boavista où il a été champion du Portugal en 2001. Il a 28 ans à cette époque. Sans être un top player, le défenseur est un honnête joueur fiable quand on fait appel à lui. On a aussi 2 jeunes défenseurs, Ricardo Costa, 22 ans, espoir du foot portugais, il peut jouer central ou à droite. Il fera une belle carrière qui l'amènera à Wolfsburg, Valencia et même à Lille en 2010. L'autre jeune défenseur est beaucoup plus connu du grand public. En effet, Ricardo Carvalho a marqué sa génération. Passé par Chelsea, le Real Madrid et l'AS Monaco, ce central était un monstre défensif qui avait une qualité de placement impressionnante. Mais en 2002, il a 25 ans et il peine à s'imposer dans son club formateur. Enfin, il reste le capitaine et titulaire indiscutable de cette défense, Jorge Costa. Formé au club, le physique numéro 2 revient après un passage en première ligue à Charlton. Âgé de 31 ans, il est le capitaine par excellence dans l'esprit du coach. Disparu en 2025, il reste un des joueurs majeurs de ce Porto 2002-2003. Sur les côtés de la défense, on retrouve des têtes connues. À gauche, il y a le portugais Nuno Valente. Formé au Sporting, il n'a pas réussi à s'y imposer. Parti à l'Eiria, il débarque au FC Porto durant l'été 2002 en l'échange de 500 000 euros. Âgé de 28 ans, il ne le sait pas encore, mais sa carrière va exploser. Le remplaçant sur le côté gauche, c'est Mario Silva, un défenseur anonyme qui passera notamment par la Ligue 1 au FC Nantes en 2000. À droite, on a le jeune Paulo Ferreira, 24 ans, transféré cet été-là de Setúbal pour 2 millions d'euros. Cet arrière droit avec une belle qualité de centre est amené à être le titulaire du poste à la place de l'ancien Secretario. Passé par le Real Madrid et joueur emblématique du FC Porto des années 90, il a déjà 33 ans et semble plus là pour accompagner Paulo Ferreira que pour le concurrencer. Au milieu de terrain, le talent ne manque pas. Mais une nouvelle fois, au moment de débuter cette saison 2002-2003, ils sont pas connus du très grand public. Devant la défense, on a Costinha, passé par l'AS Monaco où il a été champion de France en 2000. Le milieu défensif est le cerveau de l'équipe. Sa vision du jeu et son sens du placement font de lui un excellent numéro 6 à cette période. Il a 28 ans et il est au prime de sa carrière. À son poste, il y a aussi Thiago. Alors on parle pas ici de Thiago Mendes qui jouera à l'OL ou à l'Atlético Madrid. On parle de Thiago César Moreira Pereira. Transféré de l'Eiria lui aussi, avec Nuno Valente à l'été 2002, il est un bon numéro 6 qui a joué à Benfica et en Liga espagnole auparavant. À 27 ans, il présente un profil intéressant pour suppléer Costinha en cas d'absence. Enfin, en numéro 6, il y a un autre ancien de la maison, Paulinho Santos. Au club depuis 1992, le petit récupérateur est en fin de carrière à cette époque. Plus haut sur le terrain, au poste de relayeur, ils sont 2 au-dessus du lot. Il y a d'abord le russe Dmitri Alenichev, passé par le Spartak Moscou ou l'AS Roma. Cet élégant milieu de terrain peut jouer au cœur du jeu, mais sa qualité technique lui permet aussi de se projeter et de marquer des buts importants. S'il a déjà 30 ans en 2002, il n'est pas loin d'être au prime de sa carrière. L'autre joueur au-dessus du lot, c'est le portugais Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro. Ça vous dit rien? Si on vous dit Maniche, tout de suite les images elles arrivent. Formé à Benfica, ce milieu de terrain polyvalent est à la fois physique, technique et doté d'une frappe de malade. Laissé libre par Benfica avec qui il s'est embrouillé, il arrive à Porto cet été 2002 alors qu'il n'a joué aucun match depuis plus d'1 an.
À 26 ans, il doit passer un palier pour devenir un vrai joueur régulier et fiable. Moins en vue, on retrouve aussi le Portugais Bruno, arrivé de Maritimo, et le Hongrois Akos Bouzaki pour jouer dans ce secteur de jeu. Au poste de meneur de jeu, le FC Porto a un petit joyau, le Brésilien Deco. Alors on dit brésilien parce qu'en 2002, le numéro 10 est un Brésilien de naissance. Certes, cela fait plusieurs années qu'il joue au Portugal et qu'il n'a jamais été appelé avec le Brésil, mais à cette époque, Deco est un Brésilien. Cela changera vite. Hormis ce détail administratif, Deco, il a 25 ans et il est considéré comme un bon milieu de terrain technique et bon sur le coup de pied arrêté. Il est précieux pour son équipe, mais pour lui, la saison 2002-2003 va être le début d'une trajectoire incroyable qui l'amènera quelques années plus tard au Barça et à Chelsea. En attaque, il y a beaucoup de talents individuels. Sur les ailes, il y a le Brésilien Clayton. Au club depuis 1999, ce droitier qui joue à gauche est technique et rapide. On a aussi César Peixoto, honnête joueur de Liga portugaise, il a 23 ans et peut rendre des services, mais il part pas titulaire dans l'esprit du coach. Sur le flanc droit, on a Capucho, international portugais, cet ailier formé au Sporting est au club depuis 5 ans. S'il n'est pas à son prime à cette époque, il est encore un joueur important dans l'attaque des Portuenses, malgré ses 31 ans. Pour le poste d'avant-centre, ils sont 3. Il y a d'abord le Lituanien Edgaras Jankauskas, 1m92, bon des deux pieds. Ce buteur à l'ancienne, passé par Lokomotiv Moscou ou la Real Sociedad, débarque de Benfica où il avait été prêté les 6 derniers mois. Il a 28 ans en 2002. Autre avant-centre, le Brésilien Derlei. Transféré de l'Eria comme Nuno Valente et Thiago durant l'été, il a une belle carte de visite. 43 buts en 91 matchs avec l'Eria. Il vient surtout de terminer second meilleur buteur du championnat portugais derrière Mario Jardel et ses 42 pions inscrits avec le Sporting. Âgé de 27 ans, il est l'une des recrues importantes de ce FC Porto 2002-2003. Enfin, il reste la pépite du club, Elder Postiga. Le gamin de 20 ans sort de sa première saison chez les pros où il a marqué 13 buts en 40 matchs. Il doit encore progresser dans l'aspect physique, mais techniquement, il a tout pour devenir un joueur majeur de son équipe aux côtés de Derlei et Jankauskas. Pour entraîner cette équipe, c'est le légendaire José Mourinho. Alors en 2002, il n'est pas encore le Special One, loin de là. Coach adjoint de Robson au Barça, il a enchaîné avec le poste d'entraîneur principal à Benfica. Sans succès, il a rebondi à l'Eria. Tiens, Derlei, Thiago, Nuno Valente étaient à l'Eria, tout comme Maniche à Benfica quand Mourinho était le coach. S'il est arrivé au cours de la saison 2001-2002, il n'a remporté aucun trophée dans sa carrière au moment de débuter cette saison. Bon, ça aussi, ça va vite changer. Troisième du championnat portugais en 2001-2002, le FC Porto est qualifié pour le premier tour de la Coupe UEFA 2002. À cette époque, il n'y a pas de phase de groupe. C'est donc uniquement des confrontations aller-retour à élimination directe. Donc il n'y a pas la place pour les calculs. Il faut battre chaque adversaire sur 2 matchs. Pour le premier tour, les Portugais sont opposés au Polonia Varsovie. Champion de Pologne, 2 ans auparavant, le club de la capitale a terminé 4e du dernier championnat local. Facile vainqueur des Maltais des Slima Wanderers en barrage, les Polonais ne sont clairement pas favoris avant ce premier tour. Le match aller se déroule à Porto, dans l'ancien stade, l'Estadio das Antas. 15 000 spectateurs sont présents ce jeudi 19 septembre 2002. Pour le premier match, José Mourinho va aligner un 11 très compétitif. Alors certes, Vitor Baía est sur le banc, mais pour le reste, on est proche d'une équipe type. Nuno Espírito Santo dans les cages, défense à 4 avec Nuno Valente à gauche, une défense centrale Jorge Costa, Pedro Emmanuel et Paulo Ferreira à droite. Milieu à 3 avec Costinha en pointe basse, accompagné de Maniche et Deco. Enfin 2 ailiers, Derlei à gauche et Capucho à droite, alors que l'axe de l'attaque est occupé par le Lituanien Edgaras Jankauskas. En face, il n'y a pas de joueur connu du grand public. On joue depuis 20 minutes, les Portuenses attaquent, Deco sur le côté droit sans trop point de pénalty vers Jankauskas. Libre de tout marquage, le Lituanien ouvre parfaitement son pied. 1-0. Mas o Porto era dono e senhor do jogo. Deco dá assim a bola para golo fácil de Jankauskas. Estava feito assim o 1-0 na partida. Peu avant la mi-temps, Paulo Ferreira s'appuie sur Capucho sur le côté droit. Le latéral déborde des centres. Derlei sent bien le coup et place un coup de tête imparable. 2-0. Paulo Ferreira centra-teu-se na direita e Derlei faz então o 2-0. O brasileiro procurava o golo e conseguiu o segundo tento para os azuis e brancos.
era a festa portista no Estádio das Antas. Porto vient de faire le break juste avant la pause. Le plan parfait. 55e minute de jeu. Beau mouvement dans l'axe entre Deco et Maniche. Ce dernier se retrouve en face à face avec Kristalovic et place le ballon dans les filets du gardien. 3-0. Deco aproveita desentendimento, abre magistralmente para Hélder Postiga, entrado na segunda parte, marcar o 3-0. On pourrait penser que Porto allait gérer tranquillement cet avantage. Raté. Sur l'engagement, les Portugais récupèrent le ballon très haut. Capucho est lancé sur le flanc droit. Son centre est parfaitement repris par Jean Koskas. 4-0. A bola é aberta para Capucho na ala direita, que faz o que entende da defensiva e dá para Jankauskas bizar de calcanhar. Estava feito o 4-0. Um gosto ao pé do lituano, um gosto com o toque de calcanhar. Madjer. On joue la 56e minute de jeu, il y a déjà plus de suspense. Mourinho peut faire du coaching, Jean Koskas, auteur d'un doublé, et Maniche, lui aussi buteur, sortent. C'est Hélder Postiga et Alenichev qui rentrent. Et ce sont ces deux-là qui vont inscrire le 5e but. Alenichev à la passe et Hélder Postiga à la conclusion. 5-0. O Clube Porto faz então o 5-0. Hélder Postiga a marcar. Il reste encore 20 minutes. Le temps pour Postiga de rajouter un but. Cette fois, c'est Derlei qui est à la dernière passe. 6-0. Score final. Hélder Postiga ultrapassa o guardião polaco e faz em esforço já o 6-0. Foi a exibição portista de encher o olho no Estádio das Antas neste primeiro compromisso europeu. Prends pas de risque en disant que le FC Porto est qualifié pour le second tour de la Coupe UEFA. Mais factuellement, il y a un match retour à jouer en Pologne dans 2 semaines. Sans envoyer son équipe B, le coach du FC Porto va quand même faire tourner son effectif pour la seconde manche. Vitor Baia est toujours absent, le capitaine Jorge Costa aussi. Au milieu, pas de Costinha ni Deco. Jean Koskas n'a pas fait le voyage. Bref, on a compris, les Portuenses sont assez confiants avant le coup d'envoi. Bon, là ça va se voir. Pendant plus d'une heure, le score n'évolue pas, mais en fin de match, Lukasiewicz marque le but du 1-0. Et dans les 10 dernières minutes de jeu, Ricardo Carvalho va marquer un but contre son camp. 2-0. Ça sera le score final. Alors, même si sur le papier, ça fait une défaite, le score final de la double confrontation est de 6-2 pour le FC Porto. C'est donc assez logiquement que les Portugais se dirigent vers le second tour de cette Coupe UEFA. L'adversaire est d'un meilleur calibre que le Polonia Varsovie. En effet, l'Austria Vienne a un meilleur palmarès que le club polonais. Mais bon, on va être clair, c'est pas non plus un favori, ni même un outsider de la compétition. Le match aller est en Autriche et le retour à l'Estadio da Santas. Contrairement à l'adversaire du premier tour, il y a 2-3 têtes connues à l'Austria Vienne en 2002. On a le Brésilien Julio César, passé par le Real Madrid, avec qui il a remporté la Champions League 2000 face à Valencia. Il y a l'ancien buteur du Mans au milieu des années 2000, Thorsten Elstad. L'éphémère attaquant de l'OGC Nice, Roland Lintz. Et le génial brésilien Djalminha qui a enchanté le Deportivo La Corogne à la fin des années 90. Le coach est le regretté Christoph Daum, entraîneur de Leverkusen et Beşiktaş. Il aurait dû coacher la sélection allemande, mais une histoire de cocaïne a bouleversé les choses pour lui. Il cherche à relancer cette carrière à cette période. Bon, on le voit, sans être un ogre de la compétition, l'Austria Vienne a de la qualité dans son effectif en 2002, plus que le Polonia Varsovie en tout cas. Pour contrer cette formation difficile à manœuvrer, José Mourinho aligne son équipe type du moment. Retour de Vitor Baia dans les cages, la défense à 4, Nuno Valente, Jorge Costa, Pedro Emmanuel et Paulo Ferreira est sorti. Milieu à 3, Costinha, Maniche, Deco. Enfin, en attaque, titularisation de Clayton à gauche, Derlei à droite, et c'est Hélder Postiga en pointe. Sur le banc, il y a Ricardo Carvalho, Secretario, Thiago, Alenichev et Jean Koskas. Pendant plus d'une heure, le match va se résumer à un vrai combat physique. Peu d'espace pour les deux formations qui se craignent. On se dirige vers un match nul, mais en fin de rencontre, les Portugais poussent. 70e minute de jeu, ballon en profondeur de Maniche en direction de Clayton sur le côté gauche, le Brésilien centre, la balle prend un effet bizarre, le gardien de l'Austria Vienne, Thomas Mandel, ne parvient pas à repousser correctement le ballon, Derlei, encore lui, avait bien senti le coup, le Brésilien place son pied juste ce qu'il faut, le ballon finit dans les filets du gardien autrichien, 1-0.
erzielt sein zweites Tor gegen die Austria. Nach 87 Minuten sind alle Drittrundenträume bei Memphis Magna ausgeträumt. Juste derrière, Mourinho sort Clayton pour faire rentrer Thiago. Alors, on le reconnaît bien là, notre José national. Un milieu défensif à la place d'un ailier. La recette pour garder le score. À 10 minutes de la fin, Mourinho fera encore mieux. Il sortira Deco son numéro 10 pour faire entrer Ricardo Carvalho. Quand on vous dit que José a toujours eu cet ADN, bon, pour le coup, ça fonctionne parfaitement. L'Austria Vienne n'est pas dangereux et Porto s'impose 1-0. Sans parler de hold-up, on peut dire que les Portugais sont bien payés pour ce match aller. Faudra confirmer dans 15 jours à domicile. Pour cette seconde manche, il y a plus de 20 000 spectateurs à l'Estadio da Santas. Si Christophe Daum fait quelques changements dans son 11 de départ, José Mourinho reconduit le même 11 qu'au match aller. Zéro changement. Si les 25 premières minutes de jeu sont équilibrées, ça va bouger juste avant la demi-heure de jeu. Deco, au milieu de terrain, dribble deux adversaires et envoie une passe en profondeur côté droit vers Clayton. Le Brésilien contrôle et centre son ballon vers Elder Postiga. Le Portugais place une tête croisée qui trompe Mandel. 1-0. Porto vient de faire le break dans cette double confrontation. Il faut désormais que l'Austria Vienne manque 2 fois pour se qualifier. Alors, les Autrichiens vont tenter de revenir dans la partie, mais leur manque de justesse technique les empêche d'être véritablement dangereux. À la pause, Caputo remplace Clayton, qui aura fait 2 passes décisives en 2 matchs. Plus tard, Christophe Daum tente le tout pour le tout avec l'entrée d'un attaquant supplémentaire. Néanmoins, Porto gère tranquillement la rencontre. Postiga sort dans le dernier quart d'heure pour laisser sa place à Jean Koskas, et c'est ce dernier qui va définitivement débloquer la rencontre. Le numéro 9 réalise un petit festival sur le côté gauche. Il centre en retrait pour Derlei. À 6 mètres, le Brésilien ne tremble pas et met le ballon dans les filets. 2-0. Le score ne bougera plus. Victoire finale du FC Porto 3-0 sur l'ensemble des 2 matchs. 2 prestations solides. Les Portuenses semblent monter en puissance. Ils filent vers le 3e tour de cette Coupe UEFA avec 2 nouvelles certitudes. Ça tombe bien, car l'adversaire proposé sera d'un niveau supérieur aux 2 précédents. À ce moment de la compétition, il y a l'arrivée des 3e de phase de poule de Champions League qui font leur apparition en Coupe UEFA. Et parmi eux, il y a le Racing Club de Lens. L'adversaire de ce 3e tour n'est donc pas une équipe à prendre à la légère en 2002. Certes, ils ont fini 3e de leur groupe de Ligue des Champions, mais quand on regarde le casting du fameux groupe, on comprend vite que les Lensois ont réalisé une vraie performance à finir à cette place. Entre l'AC Milan, qui gagnera la compétition cette année-là, le Deportivo La Corogne, qui était un vrai épouvantail à cette période, et le FC Bayern Munich, vainqueur de l'édition 18 mois auparavant, les Lensois ont fait un petit exploit en mettant les Munichois à la 4e place. En 2002, l'effectif lensois est de qualité. D'ailleurs, ça se voit sur le 11 envoyé par le coach du Racing, Joël Muller. Guillaume Varmus dans les cages, défense à 4 avec Lachor et Faye sur les côtés, axe central Adama Koulibaly et Rigobert Song, libéraux devant la défense, il y a le Polonais Jacek Bak, devant une ligne de 3 avec Seydou Keita, Jocelyn Blanchard et Antoine Sibirski, enfin duo d'attaque, Daniel Morera, John Utaka. Sur le banc, il y a Rod Fanny, Stéphane Pedron, Olivier Thomer, Dagui Bakary et Charlie Tange. Il va falloir quand même faire 2 gros matchs pour sortir cet adversaire. Logiquement, José Mourinho va s'appuyer sur les certitudes du tour précédent. Seul changement, Capucho remplace numériquement Clayton. C'est Derlei qui prend le flanc gauche et le Portugais évolue à droite. Et ça va être une vraie réussite pour les Portugais. Dès le début de match, le FC Porto prend l'ascendant physique sur le Racing Club de Lens. Le milieu Costinha, Maniche, Deco rayonne. Les 2 arrières latéraux, Nuno Valente et Paulo Ferreira en profitent pour monter à tour de rôle. L'attaque est dangereuse sur chaque action. Pour réussir à contrer cette équipe ambitieuse, il va falloir un grand gardien côté lensois. Et ça va pas être le cas. Mais alors, pas du tout. Les premiers arrêts sont pas maîtrisés et on voit très vite que Varmus n'est pas dans un bon soir. On vient de passer la 35e minute de jeu. À 30 mètres, Elder Postiga envoie une frappe à ras de terre puissante cadrée. Varmus se détend, mais pas assez. Il touche le ballon sans la détourner. 1-0. Attention, il y a de l'espace également là pour les attaquants du FC Porto. La frappe de loin. Oh là là, Guillaume Varmus qui ne peut prendre ce ballon. Image dramatique de Guillaume Varmus qui est pris sur ce ballon qui fusait, mais qu'on avait l'impression qu'il avait eu le temps de voir venir. On parlait des problèmes de Varmus, des problèmes des défenseurs lensois qui se laissent la piéger en fin de première période. Voilà le FC Porto qui mène 1-0. Sans être une véritable boulette, on peut légitimement se dire que le gardien aurait pu mieux faire sur cette frappe. Porto en profite pour continuer d'accélérer.
Juste avant la pause, Elder Postiga a bien vu que Varmus ce soir, il est prenable. Comme sur le premier but, il tente sa chance de 30 mètres, côté droit cette fois. Et là, Varmus, il va faire la boulette du soir. Il capte la balle, mais elle lui échappe des mains. Derley n'en demandait pas tant, il marque à 50 cm de la ligne de but. Nouveau à terre, la frappe immédiate. Oh, ce ballon, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une soirée de cauchemar pour Guillaume Varmus à 45 secondes de la fin de cette première période. C'est un ballon qui semblait facile à prendre et qui échappe une nouvelle fois à Guillaume qui vit l'une de ses soirées les plus cauchemardesques de toute la carrière. Voici le FC Porto qui mène 2-0. Un coup dur énorme pour le Racing Club de Lens juste avant le repos. Ces derniers ne s'en relèveront pas. Alors il y aura bien une occasion avec une sortie ratée de Vitor Baia, mais le tir de Keita finit le cadre. Le portier portugais sera plus inspiré devant Utaka en fin de match en sortant le tir du Nigérian. Porto continue d'être dangereux. Koulibaly sauvera sur sa ligne une frappe de Derley. Deco régale comme à son habitude, mais les Portugais ne parviennent pas à tuer ce match. 77e minute de jeu. Elder Postiga cède sa place à Edgaras Jankowskas. Le Lituanien va encore se montrer décisif. Côté droit, Costinha le lance bien en profondeur. L'attaquant se met sur son pied droit et ajuste Varmus, pas encore irréprochable sur celui-là. 3-0. Et ça repart avec Jankowskas qui peut y aller tout seul. Il va frapper, la frappe de Jankowskas et qui bat une nouvelle fois Guillaume Varmus. Ce ballon passe devant Varmus. Ce n'est plus un cauchemar. C'est la plus dramatique soirée, certainement l'une des plus dramatiques soirées de la carrière de Guillaume Varmus et des Lensois. Là, le FC Porto est tranquille. L'occasion pour José Mourinho de faire sa spéciale, sortie de Deco pour Secretario, le défenseur à la place du meneur de jeu. Lens ne reviendra pas, 3-0 score final. Auteur d'une prestation solide et spectaculaire, les Portuenses peuvent être confiants avant de se rendre à Félix Boeuf. Mais attention, le public lensois peut être un handicap pour les hommes de Mourinho. Pour ce match retour, l'entraîneur lensois aligne un 11 plus ambitieux avec Bach en défense centrale et Corridon qui revient dans le milieu de terrain pour donner un peu de technique. Pour le reste, il y a bien Seydou Keita, Antoine Sibierski, Daniel Moreira, John Utaka. Autre changement, et pas des moindres, c'est pas Guillaume Varmus qui est au cage, c'est le jeune Charlie Tange. Il faut croire que le match aller a été fatal à l'ami Varmus. Conscient d'avoir un match difficile en vue, Mourinho ne bouleverse pas ses plans tactiques. Seul Nuno Valente n'est pas présent par rapport au match aller au Portugal. C'est l'expérimenté Secretario qui le remplace. Logiquement, les Lensois poussent dès le début de match. Corridon est très actif, mais les Portugais sont bien concentrés. Vitor Baia fait les arrêts qu'il faut, mais à la demeure de jeu, un corner lensois va relancer le suspense de ce troisième tour. Rigobert Song, à la lutte avec Vitor Baia sur un ballon aérien, récupère le ballon et la met au fond des filets. Bon, alors pour être factuel, il y avait une belle faute du Camerounais au début de l'action, mais l'arbitre Vladimir Rinak accorde le but 1-0. Atenção, ali algum perigo, Bahia a subir, grande confusão, remate e o golo. E é golo, parece-me que há ali qualquer problema, mas o árbitro sanciona 1-0, golo marcado por Song. Les Portugais sont furieux, mais rien n'y change. Le score ne bouge pas pour les 45 premières minutes. En seconde période, Derley placera une frappe cadrée terrible qui tente, le repoussera difficilement. Les Lensois tentent d'arracher le second but qui peut relancer le suspense, mais le FC Porto ne cède pas. Alors il y aura bien une dernière occasion pour Olivier Thomer dans le temps additionnel, mais ça passe à quelques centimètres des buts de Vitor Baia. 1-0 score final. Sur l'ensemble des deux matchs, le FC Porto s'impose 3-1 et se dirige donc vers les huitièmes de finale avec un maximum de sérénité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'adversaire du FC Porto en huitième de finale n'est pas un grand nom européen. En effet, Denizlispor n'est pas un cadre de la scène européenne. Les Turcs ont terminé 5e dans le championnat local et s'ils sont arrivés au premier tour de la Coupe UEFA, le public français les connaît bien. Car ils ont éliminé le FC Lorient au cœur de l'été, puis le Sparta Prague au second tour et surtout l'Olympique Lyonnais au tour précédent. Une vraie surprise car les Lyonnais de cette période pouvaient ambitionner de gagner la Coupe UEFA 2002-2003. Le FC Porto est donc prévenu de ne pas prendre Denizlispor à la légère. Malgré les états de service satisfaisants, il n'y a pas de joueurs connus dans cette formation turque. En tout cas, aucun n'est resté dans les mémoires. Le coach, Razi Kaloumbay, idem. Dans ce contexte, José Mourinho ne tergiverse pas et envoie sa meilleure équipe pour défier Denizlispor. Changement en défense, Ricardo Costa remplace Pedro Emmanuel en charnière centrale. Nuno Valente est remplacé par Mario Silva. Au milieu, Costinha est absent, c'est Alenichev qui est aligné.
Enfin, Elder Postiga est sur le banc, c'est Edgaras Jankowskas qui est titulaire. Même remanié, cette formation du FC Porto reste séduisante et compétitive. Alors, la première mi-temps va pas être inoubliable. Bien regroupé devant ses buts, Denizlispor cherche à obtenir le match nul. Les Portuenses tentent de déstabiliser le bloc turc, mais le danger est repoussé à chaque fois. À la mi-temps, le score est de 0-0. José Mourinho remplace Mario Silva par Nuno Valente et les Portugais repartent à l'assaut du but adverse. Et en deuxième période, tout va changer. 48e minute de jeu, corner pour le FC Porto. C'est Deco qui le frappe, son centre trouve la tête de Capucho qui trompe le gardien Dirk Aynen. 1-0. Depois de canto cobrado por Deco Capucho nas alturas, faz o 1-0 para o Futebol Clube do Porto. Grâce à ce but, le match va s'ouvrir car les Turcs ne peuvent plus rester sans rien tenter. 6 minutes plus tard, coup franc excentré pour les Portugais. C'est de nouveau Deco qui s'en occupe. Son centre trouve cette fois la tête de Derlei. Aynen est encore battu. 2-0. Deco cobra o livre, Derlei faz o 2-0 no encontro. Sentido de baliza fenomenal de Derlei. À l'heure de jeu, Nuno Valente, qui venait d'entrer, sort sur blessure. C'est Thiago qui prend sa place. Coup franc plein axe à 30 mètres. Deco, bien en forme, tente sa chance. Le ballon heurte la barre transversale. On joue la 65e minute de jeu. Nouveau coup franc excentré pour Porto. Comme d'habitude, Deco prend le ballon. Après Capucho et Derlei, c'est Ricardo Costa qui va profiter de l'offrande. Nouvelle tête imparable pour Aynen, 3-0. Mas o mesmo Deco levanta a bola para o guardião turco falhar e Ricardo Costa fazer o 3-0. Muito bem no segundo poste, o jovem central portista aproveitar a falha do guardião turco para fazer o terceiro tento azul e branco. Les Turcs vont faire rentrer 2 attaquants pour essayer de réduire l'écart avant la fin de match. Mais le FC Porto continue d'accélérer. 69e minute de jeu. Centre de Deco, décidément, pour Derlei. Le Brésilien remet de la tête intelligemment vers Jankowskas. Le buteur ne tremble pas pour mettre le ballon au fond des filets. 4-0. O 4-0. Derlei a amortecer. Bem, para agora a vez do lituano, mas chegou a de Deco. Ça devient une humiliation pour Denizlispor. 73e minute de jeu. Encore un coup franc pour le FC Porto. Celui-ci est à 22-23 mètres plein axe. Distance idéale pour un bon tireur de coup franc. Donc c'est sans surprise que Deco va prendre ses responsabilités. Et après avoir donné 3 caviars, le Brésilien il va s'offrir un petit plaisir personnel avec une frappe à mi-hauteur parfaite. Aynen ne bouge même pas. 5-0. Com a classe que se conhece, empurrar literalmente a bola para a baliza de Aynen. Estava feito agora o 5-0 na partida. E a festa era grande no Estádio das Antas. Alors, il faut reconnaître que Denizlispor ne va pas baisser la tête et finira par sauver l'honneur sur corner par Kratochvili. 5-1. Mais en toute fin de match, Alenichev voulait marquer son but. Le Russe part dans un exploit solitaire. Après une frappe lourde à 6 mètres, Aynen est de nouveau battu. 6-1. Depois, na meia dúzia, o melhor momento do jogo. Alenichev, Dimitri Alenichev. No que se pode dizer que foram 6 largas passadas. Fin de match sur ce score, le FC Porto marque une nouvelle fois 6 buts dans un match de Coupe d'Europe après le Polonia-Varsovie. Porté par un Deco des grands soirs, les Portugais sont presque qualifiés pour les quarts de finale. Mais attention au match retour en Turquie dans une semaine. Mais bon, avec José Mourinho sur le banc, il y a peu de chances d'assister à une démobilisation générale. Au second match, les Turcs affichent un 3-4-3 très offensif. Obligé de gagner 5-0 pour se qualifier, Denizlispor doit tenter quelque chose pour espérer un improbable retournement de situation. En face, Mourinho fait un peu tourner son effectif, mais pas comme au premier match où il avait organisé une véritable revue d'effectifs. Parmi les titulaires surprises, il y a Ricardo Carvalho, Mario Silva et Ricardo Costa à droite, le Hongrois Bouzaxi en sentinelle devant la défense, César Peixoto est ailier gauche. Bon, il reste quand même une ossature solide avec Vitor Baia, Jorge Costa, Deco, Derlei et Jankowskas. Si Denizlispor a la première occasion de la rencontre, on sent rapidement que les locaux vont pas réussir l'exploit. Porto est trop bien en place. Tellement bien en place que les Portugais vont ouvrir le score juste avant la pause par Derlei. Le Brésilien récupère un ballon côté droit, pas attaqué, il place une frappe croisée qui fait mouche, 1-0. À partir de maintenant, il faut que les Turcs inscrivent 7 buts pour se qualifier. Bon, on a bien compris que le suspense était mort. En seconde période, Denizlispor tombera avec les honneurs.
auteur de 2 buts en seconde période par l'intermédiaire de Martin et Oscan. Mais en toute fin de match, Clayton va égaliser. Dans la surface turque, Jorge Costa passe la balle à Clayton. À une dizaine de mètres, le Brésilien va remettre une talonnade puissante et surtout bien placée. Aynen est surpris, 2 points. Ça sera le score final. Malgré un turnover important et une motivation forcément moins forte, le FC Porto ne perd pas le match retour. Au final, les Portuenses s'imposent 8-3 sur l'ensemble des 2 matchs. L'objectif, quart de finale, est atteint. Quand on fait le Panathinaikos dans les années 90-2000, c'est pas un cadeau. Alors si en 2025 le club grec est un géant endormi, sa cote était bien plus élevée en 2003. Souvent qualifié en Champions League, le club a plusieurs atouts. De bons joueurs évidemment, mais aussi un public incroyable. L'ambiance à domicile est chaude et plusieurs gros clubs européens sont tombés dans le piège ces dernières années. Ce n'est donc pas une promenade de santé en perspective pour le FC Porto. Surtout que le match retour a lieu en Grèce. Il faudra donc prendre une option sur la qualification dès le match aller pour Mourinho et sa bande. Au coup d'envoi, le Panathinaikos se présente avec un 4-4-2 plutôt séduisant. Au cage, c'est Antonis Nikopolidis, le gardien de la Grèce, vainqueur à l'Euro 2004. En défense, on a d'autres champions d'Europe 2004, Fissas arrière gauche, Saitas arrière droit, qui pour la petite anecdote jouera à Porto quelques années plus tard, Kyrgiakos. Au milieu, on a la légende Georgios Karagounis et un autre champion d'Europe 2004, Bassinas. Sur les côtés, on a 2 Scandinaves, un Finlandais, Kolka à gauche et un Danois, Michelsen à droite. Enfin, en pointe, un duo constitué d'Emmanuel Olissadebe, une gâchette à l'époque, et Nikolaos Liberopoulos. Sur le banc, il y a des joueurs connus comme Christophe Varzicha ou le chypriote Michalis Constantinou. Ok, c'est pas clinquant, mais c'est chiant à jouer. Côté FC Porto, Mourinho aligne l'équipe type. Vitor Baia, Jorge Costa, Pedro Emmanuel, Paulo Ferreira en défense. Par contre, Nuno Valente est encore blessé, donc c'est Mario Silva qui assure l'intérim. Sinon, au milieu, on a le traditionnel Costinha, Maniz, Deco. En attaque, Darley à gauche, Capucho à droite, Elder Postiga dans l'axe. Il y a plus de 44 000 spectateurs présents ce jeudi 13 mars 2003 à l'Estadio da Santas pour voir ce quart de finale. C'est l'Italien Domenico Messina qui est au sifflet. Tout est réuni pour avoir un match de haut niveau. Alors ça va être le cas. Les 2 équipes sont bien en place. On voit la qualité sur le terrain, mais surtout sur l'aspect défensif. Ça veut donc dire que personne n'arrive à prendre le dessus. La première action est pour le FC Porto avec une belle tête de Derley détournée par Nikopolidis. Le Brésilien retente sa chance du pied dans la foulée, mais une nouvelle fois, le gardien s'interpose. Quelques minutes plus tard, c'est Karagounis qui récupère un ballon dans la surface. Il frappe sur le côté, mais Vitor Baia est vigilant. Toujours 0-0. C'est le score à la pause. Le moment pour Mourinho d'effectuer son premier changement. Caputo, transparent, sort pour laisser sa place à César Peixoto. Le Panathinaikos résiste bien. 10 minutes plus tard, Costinha et Darley sortent. Jean Koskas et Alinichev rentrent. Mais ça veut toujours pas sourire. Attention car Olissadebe, bien lancé en profondeur, a une belle occasion de 1-0, mais le Polonais croise trop sa frappe. On arrive dans le dernier quart d'heure. Coup franc excentré à 40 mètres des buts de Porto. Bassinas envoie un long centre repoussé par la défense portugaise. Le ballon revient sur Kolka, l'ailier gauche déborde et place un centre parfait vers le point de pénalty. Olissadebe surgit et place une tête cadrée surpuissante. Vitor Baia est complètement battu. 1-0 pour le Panathinaikos. Kolka πάει να περάσει, να γυρίσει, ωραία η ευκαιρία, το γκολ, ο Παναθηναϊκός θα ανοίγει το σκορ με τον Εμμάνουελ Ορισαντέπε.
την καταπληκτική αυτή προσπάθεια και τη σέντρα από τα αριστερά βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στην τροχιά, την έστειλε στην αριστερή γωνία του Βίτορ Μπαία που νάτος εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι λίγοι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν έξαλα 0-1 με τον γκολ του. Le stade est médusé, brouillon dans le jeu et maladroit dans le dernier geste. Les Portuenses vont s'incliner sur ce score de 1-0. Une petite désillusion. Alors certes, il y a un match retour où tout est possible, mais la perspective de se rendre dans l'enfer grec pour arracher la qualification n'est pas réjouissante. Si les Portugais vont atteindre le dernier carré de la compétition, ils savent qu'ils doivent réaliser le meilleur match de leur saison. On a connu des programmes plus tranquilles. Pour cette seconde manche, le coach du Panathinaikos, l'Uruguayen Sergio Markarian, ne fait aucun changement tactique. Son 4-4-2 est reconduit. Les joueurs sont les mêmes. Seul changement, Angelos Bassinas est suspendu. C'est Pantelis Konstantinidis qui prend sa place, à côté de Karagounis dans le double pivot. Pour le reste, l'entraîneur du Pana fait dans le classique. En face, José Mourinho a retenu les leçons du match aller. Il n'aligne pas son fameux 4-3-3 avec deux alliés. Il opte pour un 4-4-2 en losange. Pour la défense, titularisation de Ricardo Carvalho aux côtés de Jorge Costa, Mario Silva et Paulo Ferreira sur les ailes. Au milieu, Costinha est seul à la récupération. Manic et Alenichev sont placés un cran plus haut et Deco est installé en meneur de jeu derrière deux attaquants, Darley et Elder Postiga. Elle a belle gueule cette équipe du FC Porto. Dès le début de match, les intentions sont claires. Le Panathinaikos laisse le ballon aux Portugais pour mieux les contrer. Mais cette fois, l'organisation tactique des Portuenses est plus efficace. Le ballon est plus vite récupéré. À la 16e minute de jeu, Elder Postiga récupère un ballon dans le rond central, il remonte le terrain et sert Darley sur la gauche à 20 mètres. Le Brésilien se met sur son pied droit et place une frappe puissante à ras de terre. Nicopolidis met du temps à se détendre, le ballon frappe le poteau intérieur et finit sa course dans les filets du Panathinaikos. 1-0. Derlei a fugir ali à marcação, a libertar-se de Mikkelsen e a bater o remate colocadíssimo, a bater no poste e a entrar. E está empatada a eliminatória, com o Porto a marcar primeiro aqui no estádio do Panathinaikos. Silenciadas 16 mil gargantas momentaneamente, com os adeptos do Porto a festejarem o golo de Derlei obtido assim. L'avantage du match aller est effacé. Mieux, les Grecs n'ont plus cet avantage du but marqué à l'extérieur. Ils doivent donc marquer un but de plus que leur adversaire pour se qualifier, sans en prendre. On est donc à égalité parfaite à ce moment précis de la double confrontation. Malgré ce but rapide, le FC Porto ne parvient pas à marquer le second. À la pause, on reste sur score de 1-0. Au repos, le coach du Panathinaikos sort Konstantinidis, déjà averti pour faire entrer Goumas. Mourinho ne change rien. Alors, si les Grecs vont tenter de réagir en seconde période, il n'y a pas de vrai danger sur les cages de Vitor Baya. À l'heure de jeu, Alenichev cède sa place à Thiago. Quelques minutes plus tard, c'est Ricardo Costa qui remplace Mario Silva. Olysse Adebe n'est pas dans un grand soir. D'ailleurs, il va sortir à la 82e minute. On se dirige gentiment vers un 1-0 qui va nous emmener en prolongation. Juste avant, Elder Postiga sort et cède sa place à Marco Ferreira. Logiquement, l'arbitre siffle la fin des 90 minutes. C'est donc en prolongation que les deux équipes vont tenter de se départager. 103e minute de jeu. Thiago envoie un long ballon en profondeur vers Darley. À la lutte avec Seitaridis, le Brésilien s'emmène bien le ballon. Il se rapproche de la surface de réparation et décroche une frappe décroisée qui va mourir dans les filets de Nicopolidis. 2-0. Pode sair outro contra-ataque do Porto, tenta escolher o colega a quem dar a bola, dá para a esquerda à procura Derlei, conseguiu só meio corte, Seitaridis, lá vai Derlei, ainda vai para o remate Derlei, é o golo do Porto, é o 2-0 para o Porto, o segundo de Derlei. O contra-ataque do Porto, a estratégia de Mourinho a funcionar com os passes rápidos para a frente. Le quart de finale vient de basculer. Le Panathinaikos doit marquer une fois pour se qualifier. Et il reste à peine plus de 15 minutes. Évidemment, le FC Porto se régale de la situation et gère le match sans trop de danger. 2-0, score final. José Mourinho a réussi son pari tactique et surtout, le FC Porto atteint le dernier carré de la Coupe UEFA 2002-2003. On est déjà sur un petit exploit. Mais attention, parce qu'en demi-finale, l'adversaire sera costaud. Un des ogres de la compétition. Pour atteindre la finale, il va falloir éliminer la Lazio, avec en plus le match retour au Stadio Olimpico. Et en 2003, la Lazio, c'est une des meilleures équipes d'Italie. Il y a des joueurs de talent dans tous les secteurs de jeu, le coach est prometteur. Bref, le FC Porto va enfin jouer contre une grosse équipe dans cette Coupe UEFA 2002-2003. Et on s'en doute,
Avec José Mourinho sur le banc, les portuenses ne vont pas se mettre dans la peau de la victime. Pour cette première manche à l'Estadio das Santas, l'entraîneur portugais reconduit le schéma tactique du match retour face au Panathinaikos. Un 4-4-2 en losange. Et là, le 11 est ultra costaud. Vitor Baia capitaine, Nuno Valente à arrière gauche, Paulo Ferreira sur le flanc droit, charnière centrale Jorge Costa accompagné de Ricardo Carvalho, au milieu le losange avec Costinha point de basse, Alenichev et Maniche en box-to-box, Deco numéro 10, deux attaquants de pointe, Elder Postiga, Derley. À mes yeux, c'est le meilleur 11 possible à constituer avec ce Porto 2002-2003. En face, on a prévenu, il y a de la qualité partout. Dans les cages, c'est Angelo Peruzzi. International italien, il a remporté la Champions League avec la Juventus quelques années auparavant. Un sacré exploit quand on connaît la difficulté des Bianconeri à gagner une Coupe d'Europe. Devant lui, une défense à 4. Axe central, Sinisa Mihailovic, le magicien sur coup de pied arrêté, avec Fernando Couto, formé à Porto. Le défenseur est encore performant en 2003. Sur les ailes, on retrouve Giuseppe Favali et un autre Giuseppe, Pancaro. Milieu de terrain avec un double pivot, Diego Simeone, Dejan Stankovic. L'alliance de la grinta, de la technique, de l'expérience et de la jeunesse. Si El Cholo Simeone est en fin de carrière à cette période, il figure encore parmi les meilleurs milieux de terrain de Serie A. Quant à Dejan Stankovic, il est au début de sa prometteuse carrière qu'il verra remporter une Champions League quelques années plus tard. Milieu excentré, il y a César à gauche et Stefano Fiore à droite. Alors si le Brésilien était un bon joueur mais pas un crack, Stefano Fiore avait vraiment quelque chose balle au pied. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait la carrière qu'on attendait. En attaque, les deux têtes sont connues. D'un côté, Enrico Chiesa, le papa de Federico, aujourd'hui à Liverpool, était une vraie gâchette dans les années 90, dans le calcio. Mais en 2003, il est quand même plus proche de la fin de carrière. Enfin, il y a le craquito Claudio Lopez, excellent à Valencia au début des années 2000, l'Argentin est un ailier rapide qui s'est réaxé avec le temps. Sur le banc, d'autres joueurs importants des années 2000, Luca Marchigiani, champion d'Italie en 2000 avec la Lazio, Massimo Oddo, champion du monde 2006 avec l'Italie, Simone Inzaghi, frère de la légende Hippo, Fabio Riveriani, international italien, Paolo Negro, lui aussi international, et enfin Giulio Giannicheda, lui aussi international. Pour coacher cette formation, c'est l'italien Roberto Mancini. En 2003, il a 39 ans et entraîne depuis plus de 2 ans. Après des débuts réussis à la Fiorentina où il remporte une Coppa, cet ancien joueur de talent est présenté comme l'avenir du coaching en Italie. Mais il doit d'abord faire ses preuves au niveau international. Cette demi-finale est l'occasion idéale pour se montrer aux yeux de l'Europe entière. Surtout face à un autre petit entraîneur qui monte, le fameux José Mourinho. Décidément, il y a un match à tous les étages sur ce Porto Lazio. Plus de 45 000 spectateurs présents et bouillants, l'arbitre grec Kyros Vassaras, un des meilleurs du moment, tout est réuni pour un gros match. Et ça va être le cas. On joue depuis 6 minutes, Giuseppe Favali déborde sur le côté gauche. Il s'entrarate vers le point de pénalty où traîne Claudio Lopez. L'Argentin ne se pose pas de questions et envoie une frappe limpide qui va se loger dans les buts de Vitor Baia. 1-0 pour la Lazio. Ataque que pode ser perigoso, Favali, o remate e o golo da Lazio. A marcar Cláudio Lopes para a Lazio. 1-0, primeiro ataque da Lazio, primeiro golo nas Antas. A umedecer o ambiente muito cedo. Le coup de froid est énorme dans le stade. Mais les supporters portugais vont vite se réchauffer. 10e minute de jeu, soit 4 minutes plus tard. Centre de Paulo Ferreira vers la surface laziale. La défense italienne se dégage, la balle revient sur Costinha qui décale Maniche dans l'axe. Au trompette, le Portugais arme une frappe terrible qui va terminer dans les cages de Peruzzi. 1 partout. Le match est totalement relancé. On est parti sur des grosses bases sur cette demi-finale aller. Revigoré par ce but, les Portugais appuient sur l'accélérateur. Derley va marquer le but du 2-1. Malheureusement, il est signalé hors jeu. Ensuite, c'est Peruzzi qui sort de ses cages pour sortir un ballon brûlant. Puis Paulo Ferreira qui tente sa chance dans la surface de la Lazio. Peruzzi repose son corner. On joue la 27e minute de jeu. Deco tire le corner et comme très souvent, ça va se terminer en but. Derley place une tête décroisée cadrée. Peruzzi fait même pas le moindre geste. 2-1. O cabeceamento, gol! Porto! Derlei a marcar o segundo! 27 minutos
de jogo. Derlei a marcar o 9º golo na Taça UEFA. O Porto vira o resultado nas Antas. Les Portugais ont vite remonté le handicap initial. Derrière, c'est une leçon qui est donnée par le FC Porto. Techniquement au-dessus, les Portuenses se régalent sur le terrain, mais le réalisme n'est pas là. Elder Postiga touche la barre transversale, Deco et Manif tentent leur chance, mais la Lazio tient le score. À la pause, il n'y a qu'un but d'écart au tableau d'affichage. Mais tous les amateurs de ballon ont bien vu que le FC Porto était largement supérieur à la Lazio. Mancini ne fait aucun changement durant le repos, pas sa meilleure idée. 49e minute de jeu, Porto obtient un coup franc plein axe à 40 mètres des buts de Peruzzi. Hormis Juninho, grande époque, David Beckham, personne ne tente ce type de coup franc directement. Deco, lui, il en avait envie. Il s'élance et passe une frappe flottante. Avec la pluie, le ballon est difficilement captable par un gardien. Peruzzi est obligé de relâcher le ballon. Derlei est à l'affût. Le Brésilien trompe de près le gardien italien. 3-1. Magnífico primeiro tempo. Mas está Deco! Gol! Porto! Derlei a marcar o terceiro! Grande tiro de Deco! Derlei marca na recarga! 3-1 para o Porto aos 4 minutos da segunda parte. Le break est fait. La Lazio est sous l'eau, mais c'est pas fini. Les Portugais continuent de presser. On joue la 56e minute de jeu. Elenichev sert bien Elder Postiga. L'attaquant rentre dans la surface et envoie une frappe précise qui va toucher le poteau puis entrer dans les filets de Peruzzi. Le gardien est à terre. 4-1. Elenichev, Postiga, pode marcar o ponto. Elder Postiga é fabuloso. 10 minutos da segunda parte. Elder Postiga incendeia o estádio das Antas com grande golo. 4-1 para o Porto. Elder Postiga. Le FC Porto vient de mettre un coup fatal à son adversaire. Déjà fantomatique, les Laziali sont KO debout. 2 minutes plus tard, Mancini sortira Enrico Chiesa, invisible pour Simone Inzaghi. Et plus tard, c'est Lucas Castroman et Gianni Cheda qui vont rentrer. Et on va être clair, ça va rien changer. C'est Porto qui aura les meilleures occasions en fin de match pour mettre le but du 5-1 et Deco et Nuno Valente manqueront de précision. Score final 4-1 en faveur du FC Porto. Tout se jouera dans 15 jours au Stadio Olimpico de Rome. Mais le FC Porto a déjà un sérieux avantage avec ce 4-1 à domicile. Le 24 avril 2003, il y a plus de 69 000 spectateurs dans la capitale italienne pour assister à cette demi-finale retour de Coupe UEFA. Après un premier acte complètement raté, la Lazio doit se racheter devant son public. Pour remonter son handicap, Roberto Mancini décide de procéder à plusieurs changements. Peruzzi n'est même pas sur la feuille de match, c'est Luca Marchegiani qui est à sa place. En défense, Pancaro et Favalli ne sont pas alignés, c'est César à gauche et Massimo Odo à droite. Deux profils offensifs pour des arrières latéraux. Au milieu, El Cholo Simeone est sacrifié pour un milieu à 3, point de basse Gianni Cheda et devant lui Dejan Stankovic et Fabio Liverani. Enfin, attaque à 3 avec Enrico Chiesa à gauche, Claudio Lopez à droite et Simone Inzaghi dans l'axe. L'objectif est clair, chercher à marquer le plus vite possible. Pour José Mourinho et ses hommes, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est donc un 11 quasi identique à celui de l'aller. Seul Costinha est absent. C'est Paulo Ferreira qui passe de l'aile droite au poste de sentinelle et Ricardo Costa qui est arrière droit. Pour le reste, tout le monde est là. Alors si le match aller a été un régal pour les amateurs de football, la seconde manche va pas rester dans les annales du beau jeu. Au lieu de jouer au foot, le FC Porto va tomber dans le piège de la provocation. Coup en secrète derrière l'arbitre, simulation, perte de temps, tout ce qu'on n'aime pas voir dans un match en jeu. L'arbitre, Gilles Vessière, ne tient pas du tout les débats, la preuve, il expulse César et Elder Postiga après les avoir avertis au préalable. À 10 contre 10, la Lazio est dangereuse à plusieurs reprises, mais le réalisme n'est pas au rendez-vous quand c'est pas un coup de pied du vieux roublard Jorge Costa qui s'en charge. À la mi-temps, ni Simone Inzaghi ni Claudio Lopez n'ont réussi à marquer un but qui pourrait faire douter le FC Porto. De leur côté, les Portuenses ne sont plus qu'à 45 minutes de la finale. Ils vont donc rien changer à la fin du soir. Mancini fait entrer Stefano Fiore pour tenter d'appuyer sur l'accélérateur. On joue la 57e minute de jeu. Simone Inzaghi est ceinturé par Jorge Costa à 2 mètres de la ligne de but de Porto. Penalty évident. C'est Claudio Lopez qui va s'en charger. Sa frappe est puissante et cadrée. Mais Victor Baía avait magnifiquement anticipé. Le gardien portugais sort un arrêt plein d'autorité, toujours 0-0.
Il sinistro dell'argentino contro il più forte portiere nella storia del calcio portoghese, la rincorsa di Lopez. Vitor Bahia mette in calcio d'angolo la più grande occasione sciupata. Non ha colpito Lopez dal dischetto. La Lazio ne s'en remettra pas. Mancini aura beau tenter de faire du coaching avec les entrées de Lazetic et Dino Baggio, rien n'y changera. Encore une fois, c'est Porto qui aura les dernières occasions de la partie par Deco et Derlei. Mais ce match ne devait pas avoir de vainqueur. On se quitte donc sur un match nul 0-0 qui fait les affaires du FC Porto. Vainqueur 4-1 sur l'ensemble des deux matchs, les Portuenses méritent d'accéder à la finale de Coupe UEFA 2002-2003. Après avoir sorti successivement le Polonia Varsovie, l'Austria Vienne, le RC Lens, Denizlispor, le Panathinaikos et la Lazio, les Portuenses vont défier le Celtic Glasgow pour cette finale de Coupe UEFA 2002-2003. Un nom mythique du foot européen. Mais on parle du foot écossais, donc il ne peut pas y avoir que des top players à chaque poste. Mais le 11, pour l'époque, est sacrément compétitif. Au cage, c'est Ralph Douglas. International écossais, c'est un gardien fiable, ni plus ni moins. Devant, on a une ligne de 3 défenseurs centraux. Le Suédois Johan Malby, international A, il jouera pendant 6 saisons au Celtic. À côté, c'est le Français Bobo Baldé. Formé à l'OM, ce Marseillais de naissance passera 8 ans au Celtic. En 2003, il a 27 ans et il est au prime de sa carrière. L'autre défenseur central, c'est Jos Valgaren. Le Belge est international et il va jouer 5 ans au Celtic. Sentinelle devant la défense, c'est l'Écossais Paul Lambert. Ce milieu défensif a remporté la Champions League avec le Borussia Dortmund en 97. C'est le joueur d'expérience dans ce secteur de jeu. En piste en gauche, c'est l'anglais Alan Thompson. Formé à Newcastle, ce milieu de terrain rapide et polyvalent est une légende au Celtic car il y a passé 7 saisons. Piston droit, c'est un autre Français, Didier Agaté. Réunionnais de naissance et formé à Montpellier. Ce milieu droit est arrivé au Celtic en 2001. Comme Baldé, il est à son prime à cette période. Au cœur du jeu, on a un chien fou, Niall Lennon. Ce Nord-Irlandais est tombé amoureux du Celtic. Il entraînera d'ailleurs l'équipe A quelques années plus tard. Enfin, il y a le petit joyau, Stilian Petrov. Star de son pays, la Bulgarie, cet élégant meneur de jeu est un artiste qui régale par sa vista et sa qualité sur coup de pied arrêté. En attaque, on retrouve un vrai duo d'attaquants, Chris Sutton, Henrik Larsson. L'anglais est le pur numéro 9 britannique, grand, physique, bon de la tête, il est très difficile à marquer pour les défenseurs adverses. Et son duo avec le Suédois est sacrément efficace. Et est-ce qu'on a besoin de présenter Henrik Larsson ? Je sais pas, on va le faire quand même. Joueur intelligent, technique et profondément collectif, le numéro 7 du Celtic est assurément le meilleur joueur de son équipe. Le joueur qui peut sublimer ce collectif huilé. Sur le banc, on n'a pas beaucoup de joueurs connus. Ulrich Lorsen, Jackie McNamara, Sean Maloney, David Fernandez, Momo Silla et Jamie Smith. En revanche, l'entraîneur du Celtic est connu. Il s'agit du Nord-Irlandais Martin O'Neill. Passé par Leicester avant d'arriver au Celtic, il entraînera Aston Villa, Sunderland, la sélection irlandaise et Nottingham Forest par la suite. Et au moment d'enregistrer ce podcast, eh bien Martin O'Neill, il entraîne le Celtic Glasgow, plus de 20 ans après cette finale. Si l'histoire est belle, José Mourinho, lui il s'en fout. Lui ce qu'il veut, c'est gagner cette finale. Si les Portuenses viennent de réaliser le doublé Coupe Championnat, remporter la Coupe UEFA signifie faire le triplé. Une source de motivation supplémentaire pour la bande à Mourinho. Pour parvenir à ses fins, le technicien ne change presque rien sur son 11 vainqueur de la Lazio. Seul Elder Postiga, suspendu, est absent pour cette finale. Vitor Bahia est là. La charnière centrale, Ricardo Carvalho, Jorge Costa est titulaire. Nuno Valente et Paulo Ferreira également. Au milieu, c'est le losange Costinha, Alenichev, Maniche et Deco. Devant, Capucho remplace Elder Postiga aux côtés de Derlei. Et sur le banc, Nuno Espirito Santo, Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Thiago, César Peixoto, Clayton et Marco Ferreira. Sur le papier, la finale se joue à Séville, dans le stade du Betis de l'époque, la Cartuja. Mais dans les faits, les supporters du Celtic ont vraiment envahi la ville 24 heures avant le coup d'envoi. Certes, les supporters portugais sont présents, mais il faut être clair, on les entend pas. C'est donc dans une ambiance plutôt écossaise que ce match va se jouer. Un petit avantage pour le Celtic. Mais bon, une ambiance n'a jamais fait gagner un match, encore moins une finale. Comme très souvent dans une finale équilibrée sur le papier, la qualité de jeu est souvent mise au second plan. Sans être une purge, la première période n'est pas dingo. Les deux équipes cherchent surtout à pas prendre de risques. Très vite, Costinha va se blesser et va laisser sa place à Ricardo Costa. Premier coup dur. Derrière, la qualité de jeu ne s'améliore pas et le 0-0 à la mi-temps se profile.
Il y a bien un coup franc de Larsson à 25 mètres des buts de Victor Baía, mais le gardien capte le ballon sans problème. Ensuite, Deco va signer l'action de cette finale. Contrôle de la poitrine aérien, coup du sombrero pour éliminer Thompson et Baldé, et derrière, le numéro 10 place une accélération qui laisse sur place Nelly. Il faut une sortie express de Douglas pour repousser le danger. Si cette action va au but, c'est assurément le but de l'année. On joue conditionnel. Deco, à 40 mètres côté droit, voit Alenichev démarquer dans la surface. La passe est précise, le Russe slip son contrôle, Douglas se pousse mais dans les pieds de Darley. Encore une fois, le Brésilien surgit pour marquer de près. 1-0. Chega a Deco, está solto, Alenichev, remate! Outra vez, é o golo do Porto! É Darley! É o 10º golo do brasileiro nesta Taça UEFA! E o Porto em vantagem ao minuto 46 da primeira parte! E a festa enorme no topo norte do Estádio Olímpico de Sevilha! Vanderlei Silva, o nome que a Europa do futebol ficou a conhecer nesta edição da Taça UEFA. Le FC Porto prend l'avantage au meilleur moment. L'arbitre siffle la mi-temps dans la foulée. Le plus dur était de trouver l'ouverture, les Portugais l'ont fait. Il n'y a plus qu'à tenir. Ouais, alors ça c'est sur le papier, parce que le Celtic va rapidement faire éclater ce projet. 47e minute de jeu, soit 2 minutes après la pause. Didier Agaté envoie un long centre en direction de Larsson. Le Suédois se détend bien et place une tête qui lobe Victor Baía. 1 partout. Longo, fora do alcance de Bahia, é o gol do empate do Celtic. Henrik Larsson conseguiu chegar ao cruzamento, deu de cabeça para o poste mais distante, fora do alcance de Victor Baía, que se limitou a seguir a bola com os olhos e que depois houve esta reação absolutamente ensurdecedora dos adeptos do Celtic. Tout est à refaire. 54e minute de jeu. Deco va encore faire des merveilles. Le milieu de terrain récupère un ballon aux 30 mètres adverses. Le Brésilien évite le tacle de Valgueren, se met sur son pied droit et place un extérieur du droit délicieux pour Alenichev qui arrive lancé. Cette fois, le Russe ne tremble pas et réussit son face-à-face avec Douglas. Le ballon est au fond des filets. 2-1 pour le FC Porto. Atenção a Deco, o passe excelente, vai Alenichev, é o gol do Porto! Passe fantástico do Deco! Deco mais uma vez no passe milimétrico, a ler a capacidade de movimentação de todos os jogadores em campo, a ver que Alenichev era mais rápido que Douglas, a ver que os defesas estavam batidos com aquele passe, e Dmitry Alenichev responde ao golo do Celtic, aos 8 minutos da segunda parte, 6 minutes depois du goal de Larsson. Les Portugais mettent un coup au moral des Écossais avec ce but. Mais il en faut plus pour terrasser le Celtic. 3 minutes après le but du 2-1, corner pour le Celtic, c'est Alan Thompson qui le frappe. Toute la défense portugaise est concentrée sur Chris Sutton. Henrik Larsson est laissé libre, il n'en faut pas plus pour le Suédois. Sa tête est imparable pour Victor Baía. 2-2. Já marcado. Solta Larsson, Baía, não chega ao gol. Henrik Larsson volta a empatar o jogo e esta é incrível. Ninguém estava com o homem que é o principal marcador de golos desta equipa escocesa. Le Celtic est encore en vie. Après ce coup de chaud, le rythme du match va retomber. L'enjeu commence à prendre le pas sur le jeu. Lambert et Valgueren sortent pour McNamara et Lorsen. Mourinho, lui, doit faire face à une nouvelle blessure dans les 20 dernières minutes. C'est Jorge Costa qui sort. Pedro Emmanuel le remplace. Malgré quelques occasions, le score ne bougera pas au bout de 90 minutes. On passe donc au temps additionnel pour tenter de départager les deux équipes. Mais à la 95e minute de jeu, la finale va basculer. 40 mètres de ses buts, Bobo Baldé envoie un tacle appuyé. Déjà averti, le Français prend un second carton jaune, synonyme de carton rouge. Réduit à 10, le Celtic n'a pas d'autre choix que de tenir jusqu'au péno. Mourinho sort Capucho pour Marco Ferreira. Malgré cette supériorité numérique, le FC Porto ne parvient pas à prendre l'avantage sur le Celtic. On joue la 115e minute de jeu. Le moment pour Alenichev pour envoyer un magnifique ballon en profondeur vers Marco Ferreira. Mais le portier écossais avait tout vu, sauf Darley. Le Brésilien, toujours à l'affût, récupère le ballon, se met sur son pied droit et frappe. La frappe est contrée par Douglas et Lorsen avant de finir au fond des buts du Celtic. 3-2. À procura de Maloney ou de Larsson. Corta Pedro Emanuel, bem posicionado. Nuno Valente, de imediato para Maniche. Maniche tem a desmarcação do Marco Ferreira. Se a bola chega lá é um grande passe. Vai Marco Ferreira. Douglas, Darley. Pode ser o gol do Porto. Atira Darley, é golo! É golo do Porto! Está a
chorar o treinador do Futebol Clube do Porto. Darley marca! E é uma confusão tremenda porque toda a gente do banco do Porto entrou no relevado e não podem, porque não há golo de ouro. Mourinho está de joelhos, em lágrimas, viu o Luís Baila. Estava a chorar o treinador do Futebol Clube do Porto, ajoelhou-se, deitou as mãos à cara e estava a chorar José Mourinho depois do terceiro golo do Futebol Clube do Porto. Un coup fatal pour les hommes de Martinoni. À 10 contre 11, remonter un but à ce FC Porto en 5 minutes, c'est mission impossible. Après 2 minutes de temps additionnel, l'arbitre Lugos Mitchell siffle la fin de cette finale sur le score de 3-2 en faveur du FC Porto. Vai acabar, vai acabar. Acabou! O Porto ganhou a Taça UEFA! A festa é portuguesa, a festa da equipa do Porto. Era o troféu que faltava nas vitrinas do futebol português. E então arranca já o telejornal para ver a Taça UEFA com o José Alberto Carvalho. Ce sont donc les Portugais qui remportent cette Coupe UEFA 2002-2003. Avec le championnat du Portugal et la Coupe du Portugal gagnée quelques jours plus tôt, le FC Porto marque l'histoire du football portugais avec ce fait d'armes incroyable. On ne le sait pas encore, mais cette équipe va réaliser un exploit encore plus grand un an plus tard en remportant une autre Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Si certains aspects de cette équipe ne sont pas esthétiques, la technique reste au cœur du projet de Mourinho à cette période. Bien sûr, le FC Porto a pu s'appuyer sur une assise défensive de haut vol. Oui, l'attaque était sacrément efficace. Évidemment, Deco a porté cette équipe grâce à sa vision du jeu hors du commun. Mais cette formation a su s'imposer principalement par son sens du collectif. De Vitor Baia à Darley, en passant par Costinha, Alenichev, Ricardo Carvalho, Maniche, Nuno Valente, Jean Koskas, Paulo Ferreira ou encore Capucho ou le jeune Elder Postiga, cette équipe du FC Porto 2002-2003 a marqué l'histoire de la Coupe d'Europe. Technique implacable et collective, cette formation est aussi restée célèbre grâce à son coach José Mourinho qui remportait là son premier trophée européen. Et pas le dernier.